Les essais hivernaux qui se sont tenus sur le circuit de Bahreïn nous permettent-ils déjà d'établir une hiérarchie? Une chose est sûre, Red Bull ne semble pas prêt à mettre fin à sa domination. Sa nouvelle voiture a aligné les meilleurs temps, elle qui adopte le concept de zéro ponton, un camouflet pour Mercedes qui a été la première écurie à l'expérimenter avant de l'abandonner. Où en est justement la concurrence, et notamment Ferrari avec la signature surprise d'Hamilton l'année prochaine, qui pour le remplacer chez Mercedes, où en est Alpine, et enfin retour sur le Horner Gate, le patron de Red Bull est-il sur la sellette? Débat. Merci. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette seconde saison déjà dont on refait la F1. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker bien sûr la vidéo, c'est important. Nous avons créé d'ailleurs une nouvelle chaîne YouTube spécialement dédiée à On refait la F1. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. L'émission sera encore disponible quelques temps également sur notre chaîne sœur d'On refait le Mac avant de basculer définitivement sur la chaîne YouTube d'On refait la F1. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Autre nouveauté, attention, jour de diffusion, on change. C'est plus le jeudi dont on refait la F1. Désormais, c'est chaque lundi soir. Après un Grand Prix, on va enfin pouvoir débriefer à chaud, les amis, avec pour arbitrer nos fanats du paddock, dont parfois l'expertise est de mauvaise foi. Vous allez voir notre team principal, Eric Bouillet, en duplex du côté de l'Italie. Bonjour, Eric. Bonsoir. Salut Eric, ça va bien? On va faire un petit radio check. Radio check. Loud and clear. Est-ce que tu nous entends, Eric? Tout très bien. Bon, très bien. Il y a un petit décalage, mais on va faire avec. À tes côtés, Monsieur Alain Diduca, qui est, le grand fan, j'allais dire le grand-père, non, le père. Le père de l'église Ferrari. C'est un grand fan d'Hamilton maintenant. Et un grand fan d'Hamilton, on va en parler. Bonjour Alain, merci d'être avec nous. Je vous bénis pour toute la saison. Hein. Et spécialement cette fois-ci, Laurent, on va devenir des amis forcés, ça va être très drôle. Effectivement, à nos côtés, Monsieur Laurent Pantanage, c'est notre polémiste de la F1. Il va devoir se mettre au rouge l'année prochaine, parce que vous savez, c'est avant tout un grand fan d'Hamilton. Et pas seulement de Mercedes. Ça va, tu te remets? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Une drôle d'année en perspective. Ouais, ça va être sympa. Et de retour pour défendre les Bleus, l'écurie Alpine, bien sûr. Guillaume Pommier, bonjour Guillaume. Bonjour à tous et ravi d'être de nouveau parmi vous pour cette année. Pleine d'espoir. Tu as bien suivi les essais de Bahreïn, tu as regardé à la loupe la nouvelle Alpine qui semble beaucoup plus agressive, on va en parler dans un instant. Et à mes côtés, l'un des fans absolus, le tifosi numéro 1 du village Baïsia dont il est le maire, c'est pour ça qu'on le surnomme Pépon, le maire du village Baïsia, celui qui attend le miracle rouge, mais il va arriver cette année. Monsieur Pépon alias Fabrice Marcella, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde, et tout particulièrement aussi bonjour à mon collègue tifoso Alain qui est à distance et qui n'est pas avec nous sur le plateau aujourd'hui. Tu me manques, Alain. Voilà. Aïe. Oh. C'est pour la prochaine. Et quant à moi, vous le savez, je demeure un supporter absolu de celui qui a annoncé piloter jusqu'à l'âge de ses 50 ans, messieurs, dames. Fernando Alonso va-t-il prendre le volant d'une Mercedes l'année prochaine? Allez, n'allons pas trop vite. Passons tout de suite d'abord à un mot au sujet de notre sponsor, c'est important, NordVPN. Laurent, rien que pour vous, NordVPN vous propose une offre spéciale avec 4 mois d'inscription supplémentaire si vous souscrivez un abonnement de 2 ans en cliquant sur le lien en description de l'émission. Laurent, c'est quoi l'avantage concrètement? Il y en a plusieurs. Déjà, c'est pas très cher. Quand on ramène le tarif mensuel, le prix sur 2 ans au coût mensuel, c'est quelques euros. Moins de 5. Donc déjà, c'est pas grand-chose. Ça permet de se connecter un petit peu dans n'importe quel pays. Par exemple, en Belgique, là. Mais par exemple, alors, entre autres, pour tous les fans de F1, ça permet de se connecter en Belgique et de suivre en français la RTBF qui rediffuse les Grands Prix. Mais par contre, il faut être basé en Belgique. Donc, en fait, tu te connectes avec NordVPN en Belgique et tu suis la F1 directement. Bon, ça sert aussi pour d'autres choses. Et entre autres, par exemple, là, je viens de payer mon abonnement mensuel du média là, sur lequel on est en train de diffuser. J'ai payé 2,48 € en Ukraine. Voilà. Payer 15 ou 20 € par mois. 18. Alors, le
lien, regardez, il est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer pour arriver directement sur l'offre. 4 mois gratuits supplémentaires si vous souscrivez 2 ans d'abonnement par mois. C'est l'équivalent d'un prix d'un petit café. Allez, vous êtes prêts, messieurs, pour faire un petit débrief des essais hivernaux de Bahreïn? Vous êtes prêts? Allez. Vous avez tout noté? Il s'est passé quelque chose? C'est parti. Bah ouais, Il s'est rien passé, non? ouais, alors, vous êtes vraiment sûr, hein? Radio check. Loud and clear. Allez, on enchaîne tout de suite avec le coup de massue qu'a mis Red Bull à toutes les écuries. Vous allez voir du plateau. La branlée. Red Bull, on s'attendait à ce que la concurrence soit plus resserrée, les amis, cette année, et que Red Bull affiche, je dirais, une sérénité un peu moindre cette année. Et puis là, il a à nouveau monopolisé les meilleurs temps, notamment le premier jour avec Verstappen. C'est assez hallucinant, notamment lorsqu'on a vu débarquer cette nouvelle Red Bull avec 0 ponton. C'est vraiment étonnant. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce concept qui a été copié de Mercedes? On voit l'année dernière et cette année. On sait que ce 0 ponton a été terrible pour Mercedes les années précédentes. Et là, avec Red Bull, ça semble marcher du premier coup. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent? Tu es un peu dégoûté, j'imagine. Alors non, je suis pas dégoûté. Je rappelle 2 choses, c'est qu'il y a 2 ans, jour pour jour, c'est-à-dire pour les essais hivernaux d'il y a 2 ans, quand la Mercedes est arrivée, la première chose que Christian Horner a fait, c'est de dire hop, on va porter réclamation, c'est pas légal, les tiges qui tiennent, ça c'est pas légal. Ça, Non. C'est la Formule 1. Et je pense que Mercedes va très mal vivre le fait que Red Bull y arrive. Et franchement, ça veut dire qu'ils avaient eu la bonne idée. Ils ont mis 2 ans pour pas réussir à le faire fonctionner. Et si Red Bull arrive à le faire fonctionner, et a priori, vu les résultats, ils vont y arriver, je pense que c'est la déculottée pour Mercedes. Messieurs, en plateau, Guillaume ou Fabrice, votre réaction à cette... Là, ils ont vraiment pris des risques énormes. On sait que le concept... Attends, juste un truc. Oui. Tous les autres, quand même, ils sont tous copiés la Red Bull. Et la Red Bull, ça m'échange. Donc je pense que c'est déculotté pour Mercedes. Mais pour tous les autres, c'est mince. Vas-y. Je pense qu'il y a 3 mots: courage, astuce et opportunité. Courage parce qu'effectivement, quand vous êtes dominateur, vous prenez un risque quand vous changez. Et ils ont pris ce risque. Ils ont pris le risque de faire table rase du passé. Ils ont pris le risque d'innover. Et ils ont pris le risque de changer. Donc ça demande du courage. Après, je pense que c'est aussi astucieux. Pourquoi? Parce que tout le monde les copiait. Quand ça marchait, les autres écuries commençaient à converger vers la réglementation, elle est là pour plusieurs années. Et ça converge vers le concept qui marche le mieux, en l'occurrence celui de Red Bull l'année dernière, celui de la RB19. Et donc, boum, on ne fait pas ça juste parce qu'on est courageux, on fait ça parce qu'on est astucieux et qu'on va changer. Et pourquoi, en fait, opportunité? Parce qu'ils ont eu du temps. Ils ont eu du temps pour le faire. La RB19, elle n'a pas évolué en 2023. Ils ont eu du temps, ils étaient tellement dominateurs qu'ils sont concentrés pendant 1 an sur la RB20, celle de cette année. Et ils ont eu, je pense, peut-être plus de temps pour sereinement développer ce nouveau concept. Donc, le titre est quasiment déjà joué, on peut le dire. Bravo à Adrian Newey, bravo à Red Bull, esprit d'innovation, ça a bien marché. Et tant pis pour Mercedes. Bon, j'espère que c'est bien enregistré ce qui a été dit là, Ouais. parce que le champion du monde cette année, je vous dis, c'est Ferrari aussi. Donc ça aussi, j'espère que ce sera enregistré. Pas forcément pilote. Constructeur, moi, c'est surtout constructeur qui m'intéresse. En toute Alors, objectivité. ensuite, je partage quand même effectivement la notion de courage, en tout cas pour innover. Il ne reste pas moins que dans ce que tu présentes, Olivier, tu t'es arrêté au premier jour des essais. Je te rappelle qu'il y a eu 3 jours. Donc oui, le premier jour, Ouais. Red Bull a performé. Ok, super. J'ai mis une Je seconde. rappelle que le jour On a 2, les temps, je crois. Je sais pas Attends, jour 2, Sainz premier, jour 3, Charles. Donc, et ça, je trouve que même, ça y est, tu Regarde commences les comme l'année l'année dernière. Regarde les temps, ça fait mal. L'information, elle est Ça fait mal au cœur. parcellaire. Avec Elle est quelle thématique, subjective avec quelle et- thématique? Non, mais regarde quand même. Néanmoins, ils étaient tous les deux en médium pour cette 3e journée. Ça, c'est Et les on a temps du encore- premier jour. Voilà. C'est marrant. Il Oui. faudrait mettre à jour. Il faudrait que tu dises en régie qu'ils mettent à jour quand même les fiches parce que là, on n'est pas à jour. Moi, les temps actuellement, c'est pas tout à fait ça. Et on a Allez. quand même une Ferrari plutôt performante. Alors, on va se tourner vers notre team principal, à savoir Monsieur Éric Bouillet. Un petit peu ta réaction, Éric, à ce coup de tonnerre du côté de Bahreïn et cette stratégie de 0 ponton. Pourquoi ce choix stratégique? Est-ce que tu es d'accord avec Guillaume, Éric? Écoute, je suis 100% d'accord avec Guillaume. C'est une très bonne analyse qu'il a faite. Après, c'est pas un concept 0 ponton comme Mercedes. C'est pas tout à fait pareil. C'est une redéfinition des écoulements internes. Ils ont choisi en fait de profiler différemment la voiture pour éviter les interférences de ces fameux pontons et de ces grosses entrées d'air qu'on avait dans le passé. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que Mercedes.
Par contre, oui, effectivement, c'est brave. C'est brave de faire ça. Et Guillaume a raison. Si on veut rester devant, on doit toujours innover. Et ça, c'est aussi l'ADN de la F1. Ouais, et c'est assez étonnant. Je sais pas ton sentiment, mon père, donc Camille. On sait que, allez, tu essaies de positiver. On va parler de Ferrari dans un instant, mais encore une fois, on s'attendait à ce que Red Bull souffre un petit peu cette année. Et encore une fois, parce qu'en plus, souviens-toi que en tant que champion du monde, elle a moins de temps de soufflerie que les précédentes. Et là, non seulement elle a moins de temps, en plus, elle avait été pénalisée les années précédentes parce qu'elle avait un petit peu dépassé le budget. Et puis là, boum, elle nous sort un concept de l'autre monde. Tu es d'accord avec l'analyse de Guillaume qui dit que le championnat est plié? C'est l'avis d'un certain Fernando Alonso. Hein. Il a dit il y a 19 coureurs, il y a 21 coureurs qui ne seront pas champions du monde cette année. Et le champion du monde, ce sera évidemment Verstappen. Moi, je suis tout à fait d'accord et je suis aussi tout à fait d'accord avec Fabrice. C'est que au niveau constructeur, ce sera Ferrari. Un peu grâce à Pérez, mais je pense que les Ferrari ont l'air pas mal quand même. Maintenant, il ne faut pas chanter trop vite victoire, mais on dirait que Ferrari a pris un petit peu d'avance sur Mercedes et McLaren. Mais c'est juste un... Et pour le reste, bon, c'est la foi qui nous guide. Il n'y a pas de problème. Voilà, on souffre pour toi. Allez, on reviendra sur Red Bull en fin d'émission et l'affaire notamment Horner qui a empoisonné l'écurie ces dernières semaines. Mais d'abord, on va s'intéresser justement à Ferrari qui semble retrouver comment? Des couleurs. La confiance est de retour du côté de Maranello. En préambule, revenons sur l'annonce de la signature d'Hamilton chez Ferrari. Le sextuple champion du monde quitte Mercedes. Tremblement de terre du côté de Mercedes. Avez-vous été surpris par cette annonce, Laurent? Voilà, c'est ton chouchou, c'est ton écurie chouchou. Est-ce que toi aussi tu vas migrer et t'habiller de rouge dès l'année prochaine? Regarde comme il est beau. Ouais. Non, moi, alors, bon... Tu as du mal. Ça, non, il a du mal. Si tu m'avais demandé de parier, en me disant est-ce que tu penses qu'il ira chez Ferrari, j'aurais dit, malgré tous les bruits de couloir qu'on entendait et tout ça, j'aurais dit non parce que j'avais cette espèce de sentiment qui avait vraiment ce lien. Tu vois, il a quand même gagné, tu vois, 5 titres avec 5 titres avec Ferrari, on s'en ouais, tout à fait. Après, il ne faut pas oublier que Vasseur l'a connu très jeune. Vasseur, c'est un malin. Quand l'an dernier, il y a eu le changement, on a dit « Ah, attention, ça pourrait avoir des effets et tout ça. » Et c'est peut-être le premier effet Vasseur. Alonso a été dur en disant ouais, mais bon, il y a 15 jours, il aurait été dans une autre écurie, tu aurais inventé quelque chose d'autre. Là, il t'a dit que c'était son rêve d'enfant. Non, c'est le rêve d'il y a 15 jours. Donc bon, après... On sait qu'ils ne sont pas les meilleurs amis du monde. Non, on sait qu'il y a une rancœur passée, le truc. Écoute, de toute façon, ça arrive tout le temps, hein, ces changements. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est le voir gagner un Grand Prix de plus. C'est chevaleresque, je trouve. C'est très beau. C'est chevaleresque. Je dis juste deux choses. Il n'y a jamais aucun pilote qui a gagné après avoir pris le 300 départs. Donc j'aimerais qu'il casse cette statistique. Alonso va le faire, tu vas voir. Certainement. Et je serais très content si Alonso le faisait. Maintenant, imaginons le résultat. Imaginons qu'il va là-bas et qu'il gagne avec Ferrari. Là, le mec, il est, mais ça y est, c'est fini, quoi. C'est le monstre absolu, quoi. Et donc, tu m'as pas dit, est-ce que tu vas t'habiller en rouge? Tu abandonnes Mercedes? Tu vas suivre Hamilton l'année prochaine? Ouais. Ben non, on va falloir trouver un nouveau supporter. Alors, je vais donner la parole au Tifosi, mais d'abord, je vais voir l'analyse quand même de notre type principal qui connaît bien Frédéric Vasseur. C'est vraiment l'effet Frédéric Vasseur, tu penses, Eric, toi qui l'as côtoyé? En tout cas, je pense que c'est un effet déclencheur. Il l'a d'ailleurs dit dans la presse aujourd'hui. Il ne serait sûrement pas allé chez Ferrari si Fred Vasseur n'y était pas. Quand il a signé au mois d'août l'année dernière pour 2 années, 1+1 chez Mercedes, il se voyait finir chez Mercedes. Après, comme il le dit, il y a eu une opportunité qui s'est présentée en fin d'année. Je pense que Fred Vasseur, effectivement, est impliqué. On sait aussi que au plus haut niveau chez Ferrari et même au-dessus, John Elkann aussi est intervenu. Et effectivement, il sera, en tout cas, il sait qu'il va arriver dans un environnement qui lui sera favorable, même si ça va être compliqué pour un anglo-saxon d'aller chez les latins de chez Ferrari. Et moi aussi, Laurent, je n'aurais pas dit oui, malgré les rumeurs. Le dernier pilote anglais chez Ferrari, c'est qui? C'était Nigel Mansell? Non, c'était Eddie Irvine. Enfin, anglais, il est irlandais, mais il faut remonter à Nigel Mansell, je crois, pour retrouver
un Anglais, ouais, c'est ça. Donc ça s'est pas très bien Ouais, terminé pour Nigel Mansell à l'époque. Allez, beau challenge en tout cas, mes tifosi préférés, hein, que de terminer sa carrière chez Ferrari de la part de Ben, Hamilton. écoute, moi je suis heureux d'accueillir parmi les tifosi Laurent. Tiens Laurent, je t'ai ramené ça s'il te plaît. J'aimerais que tu t'y habitues tout de suite. Voilà. Ah, Voilà, purée. ça te va bien, ça te Voilà, va bien. voilà. Voilà. Ça y est, c'est fait. ça, Un de c'est fait. plus converti. Je t'aide, je te donne un coup de main. Voilà. Hein, Voilà. Camille, j'espère que tu es d'accord avec moi. Alors, moi, Dernier titre constructeur 2018. Hein. On en parlait sur notre petit fil WhatsApp avec, dont on refait la F1 avec Eric la semaine dernière. Dernier titre constructeur 2008, il y a 17 ans. alors, je ne sais pas si c'est l'homme providentiel. En tout cas, moi, j'ai pas envie d'attendre un an. 16 ans pour le constructeur, 17 ans pour J'ai le pas pilote. envie d'attendre un an. Donc, ok. Toi, tu veux que Leclerc cette année. Mais c'est cette année. C'est cette année. Enfin, je veux pas revivre l'émission. Tu vas être déçu. Je ne veux pas revivre les émissions de l'année dernière, effectivement, mais en tout cas, je ne veux pas revivre les courses de l'année dernière. Donc, je mise beaucoup sur Charles Leclerc dès cette année. Alors, j'ai posé la question à un vieux. Est-ce que c'est un bon choix que de prendre un vieux, monsieur dans Camille? On sait que le jeune loup Leclerc, est-ce qu'il risque pas d'en prendre ombrage? Je pense pas, ça va le secouer, ça va être très bien, ça de toute façon. L'autre chose, c'est que moi je dirais que c'est pour continuer sur ce qu'a dit Eric, c'est un très bon coup sportif de la part de Fred Vasseur et un très beau coup marketing de la part de John Elkann, parce qu'il a suffi de voir l'action Ferrari suite à l'arrivée de quelqu'un qui a des millions de followers, c'est pas fait par hasard. Et puis John Elkann avait déjà dit, je dirais vers le milieu de l'année dernière, je veux l'équipe des meilleurs. Et on payera pour ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à gentiment espérer que, moi j'ai rien contre notre ami Horner, mais peut-être que s'il devait quitter ses fonctions, on pourrait peut-être essayer d'attraper Adrian Newey et pourquoi pas Pierre Vacher. Hein. La Dream Team. On a refait la Dream Team. Voilà. On refait la Dream Team. Très bien. On va en parler en fin de mission du Horner Gate parce qu'effectivement, c'est pas très simple cette histoire. En tout cas, une chose est sûre, Guillaume, c'est que c'est dur pour Carlos Sainz, qui a été d'ailleurs un pilote Renault en son temps, qui est le seul pilote du plateau à avoir battu quand même Red Bull l'année dernière. Il n'a pas démérité une victoire à Singapour. C'est quand même très très dur pour lui. C'est dur pour Sainz, mais quand on pèse Sainz d'un côté et Hamilton de l'autre pour Ferrari, le choix a été vite fait. Moi, le choix est un peu surprenant, mais il reste assez rationnel en fait, pour deux raisons, hein, à mon sens. La première, c'est que qu'est-ce qu'il veut Hamilton? Il prend de l'âge, vous l'avez rappelé. Ce qu'il veut, c'est être champion du monde une 8e fois et puis devenir le premier. Avec Ferrari, surtout. Alors, mais plutôt le 8e titre pour dépasser Schumacher, c'est ce qu'il veut et c'est sa quête. Il a compris qu'avec Mercedes, à horizon 2-3 ans, il ne le fera pas. Ça veut dire quoi? Que Mercedes, il s'est rendu compte qu'il y avait. C'est-à-dire, si jamais, il se heurtait un plafond de verre. Si Mercedes lui offrait la voiture pour être champion du monde aujourd'hui, il n'irait pas chez Ferrari. Ouais, donc c'est quand même un très mauvais message qu'il envoie. Et ce qui me fait plaisir dans ce que tu dis, c'est que tu penses que Ferrari est quand même une écurie d'avenir. Alors, sous-entendu, parce On que va pas en parler de Ferrari. Alors, c'était mon deuxième point, merci de l'anticiper. Non, et en fait, là où il se trompe, à mon avis, c'est qu'en fait, c'est pas. j'espère que c'est enregistré. Ça s'appelle Je retourne ma veste. C'est pas chez Ferrari qui pourra être champion du monde, mais qu'est-ce qui reste à Ferrari quand il n'y a plus la performance? Il reste le prestige de Ferrari. Il reste le prestige de Ferrari, son histoire et le rêve que ça suscite chez beaucoup de pilotes, y compris celui qui a été cette fois champion du monde. Et c'est ça qui fait venir en fait les pilotes chez Ferrari. Pas forcément l'espoir d'être champion. Il n'est pas plus grand chez Ferrari que chez Mercedes, mais par contre, le prestige de Ferrari et le challenge pour quelqu'un qui a presque 40 ans, ça c'est important. S'il faut rentrer en box quelques secondes pour laisser parler les autres. Monsieur le team principal, c'est vrai que c'est dur pour Carlos Sainz, il a été remercié quasiment toutes les écuries chez qui il est passé, Eric. Toro Rosso, Renault, pas chez McLaren, il n'a pas été débauché par Ferrari. Ouais, pas forcément remercié, il a aussi saisi des opportunités, il est bien entouré pour ça. Je pense qu'il y a eu aussi des rumeurs plusieurs fois dans la presse où il aurait approché Audi, donc peut-être que ça a aussi un petit peu pesé dans la balance. On a vu d'ailleurs des déclarations de Carlos Sainz où il voulait absolument que son avenir soit fixé au début de saison. Et donc je pense qu'il y avait déjà des discussions, lui regardait ailleurs. Et effectivement, l'opportunité, je ne pense pas c'était prévu. L'opportunité de Lewis a fait que, bon, effectivement, il a fallu faire un choix. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il va mettre le cap chez Mercedes, Laurent? On a parlé effectivement de relations privilégiées avec Audi, de par son père. En l'occurrence, On a vu le papa Sainz, je ne sais pas si tu as vu cette Oui. semaine, chez Red Bull ce week-end, on le voit là. mais
voilà, c'est pas, voilà, ça commence à discuter sévère. Hein. Alors, bon, Vous notez que il faudrait poser la question. les dirigeants de Red Bull ne sont pas en uniforme. Voilà. Oui, mais alors on en reparlera après. Mais alors, première chose, il faudrait poser la question à Eric plus qu'à moi. Je pense que sur un week-end et sur une saison, les gars, ils discutent tous entre eux. Ça reste quand même une caravane d'un petit univers, d'un petit monde. Et là, c'est les images que l'on voit, c'est-à-dire la poignée de main qui se serre. Mais il y a tout ce qui se passe dans les hôtels, dans les salles de conférence, j'allais dire mobilhomes, pas dans les mobilhomes, dans les motorhomes, là, je sais pas comment ils s'appellent. Et voilà, et donc il y a tout ce qui se passe en visible et en invisible. Donc je pense pas que c'est la poignée de main et une photo qui fait une histoire, quoi. Tu vois, on l'a bien vu d'ailleurs pour Hamilton. Mais par contre, oui, il y a tout à fait. Ce qui est possible, c'est ce lien avec Audi. Le père vient de gagner le Dakar avec Audi il y a quelques Son semaines. sponsor, c'est qui ? Et donc, tout à fait. Et le sponsor. C'est là où c'est intéressant, c'est que c'est Audi et c'est Red Bull qui sponsorise la voiture. Donc, c'est un petit univers. Voilà, quoi. Fabrice, vous voulez dire quelque chose ? Oui, non, moi quand je lisais la presse, Sainz disait que, certes, c'est un coup dur, mais il ne s'y attendait pas. J'ai le sentiment que ce débat-là, on l'a déjà eu l'année dernière. Non, mais l'année dernière, ce qu'on se disait, c'est qu'il veut partir, il est lui-même en train de négocier, et il le disait, il est en train de négocier le départ. J'étais presque sûr de renouveler. Donc, Bon, allez, un mot quand même sur ces essais hivernaux à Bahreïn et du comportement de la Ferrari, une voiture qui se veut moins nerveuse que l'année dernière, beaucoup plus confortable à piloter, qui autorise une plage plus large de réglage, qui s'apparente plus au concept Red Bull. Qu'est-ce que vous avez pensé, les tifosi, des premiers tours de roue de Sainz et de Leclerc? Tu as dit qu'ils ont pris la pole, dirons-nous, jeudi soir. Bon, après, ils sont champions du monde des pôles. Donc, je veux bien nuancer effectivement mon propos et ça fera plaisir comme ça à Guillaume. Mais néanmoins, c'est plus encourageant que s'ils ne l'avaient pas fait. Oui, c'est sûr. Bah oui, l'année dernière, c'était pas le cas. Ouais. Ils n'étaient pas parmi les premiers. Ouais. Donc cette année, je trouve que c'est plus positif. Et puis peut-être, et là, c'est pas la subjectivité, c'est quand même la plus belle voiture du plateau. Elle a été élue comme telle d'ailleurs. Et donc ça, non mais il faut se raccrocher aux petites victoires. Une victoire après l'autre et on devient champion du monde. C'est le seul titre qu'aura Ferrari en 2024. On verra ça. Monsieur, donc Ami, qu'avez-vous pensé des performances de la voiture? On sent que le puzzle se construit, qu'on essaie de construire une voiture qui est un peu moins pointue. Elle était très typée qualif l'année dernière. On va voir si elle va bouffer. Apparemment, elle bouffe moins les pneus cette année. Hein. Oui, mais en même temps, il faut toujours être prudent sur ces premiers essais avant une saison. Donc, je dirais que c'est, voilà, comme dit Fabrice, c'est positif, mais c'est pas pour ça que c'est gagné. Ça, c'est un. Par contre, j'ai un peu l'impression quand même que Ferrari est un peu devant McLaren et Mercedes. Mais bon, ça risque. On verra au premier Grand Prix. Le problème, c'est qu'il y a Red Bull devant aussi. Allez, pour conclure, la conclusion de notre team principal, Monsieur Bouillet, bien sûr, mon cher Eric. Oui, alors effectivement, la voiture, en tout cas, est plus facile à conduire. C'est ce qu'ont déclaré les pilotes. Comme l'a dit Alain. Il y a eu un long run qui a fait un peu parler dans le paddock hier de Carlos. En tout cas, parce que la voiture était très constante. On sait que Bahreïn, en plus, est très abrasif sur les pneus. Donc, effectivement, Ferrari a fait d'énormes progrès sur apparemment la facilité de conduite et puis des longs runs et l'usure des pneus. Donc, c'est intéressant. Est-ce que c'est devant McLaren, devant Mercedes? Je pense qu'il s'est effectivement très serré. Sur une piste comme Bahreïn, ça l'est. On verra sur les autres tracés. Après, les Red Bull, effectivement, après le premier jour et le bruit que ça a fait, je pense, ça a mis un petit peu d'eau dans son vin et faire attention à ne pas trop dominer les débats. Donc, ça pourrait quand même, ce sera toujours de toute façon l'épouvantail, entre guillemets, à battre. Mais Ferrari clairement a fait un pas en avant. Très bien. Good job. Solid. Very solid. Comme d'habitude. Allez, on va essayer de répondre à présent à une question toute simple. Qui pour remplacer Hamilton chez Mercedes ? Alors, qui pour remplacer Hamilton chez Mercedes l'année prochaine? Au jour d'aujourd'hui, 3 autres pilotes en fin de contrat l'année prochaine sont libres. On parle bien sûr de Checo Pérez. Hein, il y en a plein, plus que 3 même. Hein. En fin de contrat. Oui, mais... Ouais, de premier plan. Ah, voilà, parce que tout le monde est quasiment... Ouais, voilà. Donc, Checo Pérez qui est en fin de contrat. Esteban Ocon, le pilote Alpine, dont le manager est un certain Toto Wolff, le team principal de
de nos amis de Mercedes, qui est également en fin de contrat l'année prochaine. Et pour conclure, bien sûr, le meilleur d'entre tous, le célèbre et juvénile Fernando Alonso, qui devrait terminer également son contrat l'année prochaine avec Aston Martin. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs une petite image, on en a parlé avec Eric l'autre jour, qui a fuité sur les réseaux sociaux. Regardez bien cette image. Est-ce que vous me reconnaissez? Ok, je discute avec Toto, comme par hasard. Oh, je déjeune, mais bon, voilà, c'est l'agent, Toto, l'agent d'Alonso, Monsieur Flavio Briatore, bien sûr. Alors, votre sentiment, qui pour remplacer Mercedes l'année prochaine? On se tourne vers le fan absolu de l'écurie à l'étoile, Monsieur Laurent Pantalacci, alias 44. Alors, d'abord, je pense que, comme je te l'ai dit, il n'y en a pas que 3, mais tout le monde va essayer de se positionner. Hein. Et je pense tout le monde va y aller. On a eu une discussion un jour avec Eric qui était passionnante. C'est toujours passionnant, une discussion avec Eric. Et je lui posais une question par rapport à l'accident du Polonais, là, comment rappelle-moi Kubica. Robert Kubica. Voilà. Et il me dit, ça s'est passé le dimanche matin, à 8h du matin, mon téléphone a commencé en rallye, tu veux dire? En rallye, mais donc du coup, il y avait une place, et il me dit, mon téléphone n'a pas... D'un coup, une place avant même que je l'apprenne, en fait, mon téléphone s'est mis à exploser. Tout le monde m'envoyait, je suis dispo, moi je suis dispo. Et surtout un certain Kimi Raikkonen, non, c'est ça, non? Non, moi j'avais plutôt retenu Villeneuve. Mais oh là là, on va pas sortir les vieux dossiers. Mais peu importe, c'est super. Donc je dis juste que je pense qu'au moment où l'annonce est tombée, tout le monde a fait la même chose, tout le monde a revu son CV, raconté combien il était bon et a appelé Toto en disant Toto, il faudrait qu'on discute. Ce qui est logique parce que ça reste quand même une écurie de premier plan pour beaucoup de monde. Après, bien sûr, il y a plein de choses. Hein. Dans les noms potentiels qui reviennent, il y a effectivement Ocon, puisqu'on sait que c'est lui on a vu de la négo dans la voiture où il demande de mémoire à Cyril Abitboul de le prendre. Quand il était essayeur chez Mercedes. Il était essayeur chez Mercedes. L'année de césure qu'il a fait où il courait pas et on le voit la négo dans la voiture avec ce sourire presque enfantin de Ocon qui est très beau d'ailleurs. Cette image est très très belle. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est il a aussi Mick Schumacher qu'ils ont repris dans l'équipe avec tout le lien avec l'Allemagne, Mercedes, tout ça. Il y a ça. On sait qu'ils ont beaucoup investi sur le jeune Antonelli, mais qui est très très jeune. Alors, donc, rappelle qui, parce que toi tu le connais, mais tout le monde ne le connaît pas, ce petit Antonelli. C'est un jeune qui s'appelle... C'est vraiment un grand espoir italien, mais il est chez Mercedes. Hein. Ouais, en fait, c'est un jeune qui s'appelle Andrea Kimi Antonelli et qui a été Kimi comme Kimi Raikkonen. Comme Kimi Raikkonen, c'est voilà, donc il faut. On le voit, regarde. Ouais. Et justement pour Kimi Raikkonen, mais c'est une autre histoire. Et donc en fait, il est très très fort. Il a gagné toutes les formules de promotion. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a entendu Toto. Toto aurait dit qu'il proposerait une place à Ocon, mais seulement pour un an. Il est tout jeune, Antonelli. Il a quel âge? Il a 7 ans. Il avait 7 ça en 2014. Ah ouais, donc plus 10, 17. Tu me diras, donc 18 ans. Ça veut dire aussi qu'ils veulent peut-être se laisser cette année pour voir ce qu'ils donnent, que l'an prochain pour confirmer les résultats et le basculer seulement après en Formule 1, ce qui pourrait expliquer pourquoi il aurait été proposé que un an à Ocon, tu vois, pour se laisser cette chance-là. Il a arrêté avant que j'appuie sur le bouton. Je pensais qu'il allait dire solide. Oui. Là, je suis déçu. Attends, pas mieux. Merci. Moi, je vais avoir l'avis de notre type principal, monsieur Eric Bouillet. Eric, ton sentiment, qu'est-ce que tu Quand on a des amis comme toi, on n'a pas besoin d'ennemis. Il s'est trompé de bouton, je pense. Mais non. Alors, monsieur Bouillet, votre sentiment, qu'est-ce que vous avez entendu dire sur le remplaçant potentiel d'Hamilton? Est-ce que tu crois que c'est plutôt la carte de la jeunesse ou la carte de l'expérience avec un Alonso, par exemple, qui sera libre, voire un Vettel qui pourrait aussi, Sébastien Vettel qui pourrait sortir de sa retraite, hein, qui est allemand lui aussi? Il y a beaucoup de scénarios possibles, beaucoup de fantaisie aussi. Il y a des réalités après, effectivement. Je pense que Ocon, effectivement, pourrait être une solution temporaire, mais ça ne va pas forcément servir les intérêts d'Esteban. Préparer l'arrivée d'Antonelli, parce qu'effectivement, Antonelli, c'est quand même une mini-star aujourd'hui par ses résultats, mais il arrive en F2 seulement, donc c'est sa première année en F2, donc je pense que c'est très jeune. Il faut voir un petit peu comment il va gérer sa saison. Et puis après,
Effectivement, on peut aussi considérer des Alonso et des Perez et autres, même si je ne suis pas sûr que ce soit au top de la liste de Toto. Il a le grand avantage de pouvoir prendre le temps de décider parce que, comme tu l'as dit, Laurent, ils vont tous attendre de toute façon parce que ça va être la clé du marché, comme on dit, des transferts pour 2025. Et les prix vont certainement monter. Tu avais une petite remarque à faire, Fabrice? Non, pas mieux. Je ne parle pas après Eric, moi. Très bien. Alors, très bien. Une petite réaction peut-être de Laurent sur les performances de cette voiture, sur la philosophie de la voiture. Donc, 0 ponton maintenant, c'est vraiment derrière. Il semblerait que la voiture soit aussi... Ils aient écouté justement les remarques qu'avait fait l'année dernière très sévère d'Hamilton sur la position de conduite. Exactement, il y en a une, voilà, c'est ce que j'allais dire, pour moi c'est la position de conduite. En fait, d'ailleurs ça avait été très bien montré, il avait besoin d'être plus en arrière par rapport à la position, et a priori, ça a été entendu. Il a fait un commentaire positif en disant que la voiture était plus... elle répondait mieux, elle était moins surprenante. Après, encore une fois, c'est toujours difficile de juger les temps, on ne sait pas combien il y avait de poids, de descente. Non, mais en tout cas, elle est plus confortable à conduire. Voilà, la remarque... Plus rassurante. Chercher la limite. Voilà. Dans la presse, c'est sorti comme une info que Mercedes aimerait que le 8e titre il soit chez eux. Parce que tu vois, si effectivement c'est eux qui donnent le 8e titre, donc ils s'étaient prêts à tout mettre pour y arriver. Y arriveront-ils? On verra. Et concrètement, la voiture en elle-même et la philosophie, elle est je dirais pas plus conservatrice, mais en tout cas, elle permettra aux pilotes Mercedes de plus toucher la limite. C'est ça l'objectif. L'année dernière, dès qu'ils touchaient la limite, la voiture était inconduisible, quoi. Dès qu'ils étaient trop agressifs. Oui, dès que, en fait, il y avait un moment donné où en fait elle décrochait. Donc en fait, il était tout le temps. Tu conduis avec une voiture où tu pousses, mais qui a peur et tu es tout le temps, tu te retiens parce que tu es sur le moment de dire au moment où elle va décrocher, il va falloir que je la rattrape. Ouais. Alors les meilleurs arrivent à la rattraper, mais tu es toujours dans ce truc qui n'est pas en train de préparer le tournant d'après, tu es en train de te dire. Oui, c'est ça, donc c'est épuisant. Ce qui est flippant, c'est ce que disait tout à l'heure Eric, c'est que finalement on s'aperçoit que nos amis de Red Bull ont la conscience qu'ils sont arrivés aux limites de leur concept en termes d'évolution possible. Ils partent d'une feuille blanche alors que Mercedes n'adopte quasiment que maintenant le concept Red Bull, donc ça laisse penseur sur la possibilité de creuser l'écart qu'il y a aujourd'hui en Formule 1. Juste une question peut-être pour Don Camille. Crois-tu que, on parlait de qui va remplacer Hamilton chez Mercedes, mais crois-tu justement que le titre pourrait être cette année chez Mercedes pour Hamilton et qu'Hamilton soit là pour donner le bâton de pèlerin, retransmettre le bâton de pèlerin de champion du monde à un Leclerc? Tu crois ce scénario-là? Non, pas trop. Enfin, voilà. Moi, je voudrais rebondir sur un truc qui m'a fait rire, c'est que j'ai lu que le coéquipier de notre ami Lewis a dit que la Mercedes ne se comporte plus comme une diva. Alors moi, je réécouterai l'émission après, à l'aune de ce que vient de nous dire Laurent et comprendre ce qu'est une diva. Comme ça, on comprendra un petit peu. Mais ça va être intéressant. Allez, assez parlé de Mercedes, on va s'intéresser à l'écurie tricolore. Tu m'avais dit qu'il allait être sympa avec moi. Oh, tiens, c'est... Et bien sûr... non, mais là je t'ai trouvé éminemment sympathique. Non, c'est super ce que tu as dit. Je peux finir. Voilà. Alors, on va enchaîner avec la dernière, ou presque, rubrique de cette émission. On va s'intéresser à l'écurie alpine chère à Guillaume. On s'intéresse donc à l'écurie tricolore, Guillaume. Une nouvelle voiture qui se veut plus agressive. Un nouveau management. Bruno Famin est resté, qui a remplacé, qui avait fait table rase l'année dernière de toute la direction. Allez, quelles sont les directions, le sentiment, la volonté, la politique, la stratégie? Quel est ton sentiment au-delà de ta bannière et ton étoffe bleue tricolore? J'ai beaucoup d'espérance, comme toujours avec une équipe française. Quel est le constat? C'est une voiture qui était mal née l'année dernière et qui était en termes de performance en dessous des attentes. Alors je te coupe, l'année dernière, si le management a été viré, c'est qu'elle manquait d'ambition, la voiture. Elle manquait d'agressivité. Elle était ratée et du coup il fallait corriger quelque chose parce qu'en fait non seulement elle était ratée au départ, mais en termes d'évolution pendant l'année on arrivait un peu au bout. Elle stagnait et je pense que les ingénieurs arrivaient vraiment au bout de ce qu'ils pouvaient faire en termes d'évolution et de développement. Donc quand le concept n'est pas bon et puis qu'on l'a vraiment développé jusqu'au bout, il faut changer. Donc c'est bien et je suis content que Alpine ait pris ce choix
agressif en changeant la voiture. Alors l'inconvénient, c'est que évidemment au début, c'est nouveau, donc ça prendra un petit peu. Au niveau des chronos, c'est pas encore ça. Voilà, ça prendra un peu de temps pour arriver, et c'est clairement un pas en arrière à court terme. Ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est que ça peut être 2 pas en avant sur le moyen long terme, puisque et c'est ce que dit aussi Esteban, c'est ce que dit Esteban et Pierre, que le potentiel de la voiture et le potentiel de développement, d'amélioration est plus grand. Donc on espère que ça va bien progresser cette année et puis que Alpine va retrouver la place qu'il est à la scène, c'est-à-dire au moins sur les podiums. Eric, et ton sentiment sur la stratégie Alpine, toi qui as présidé à sa destinée pendant quelques années, du temps de Renault et de Lotus F1 notamment, tu avais été très critique sur la manière de secouer le prunier l'année dernière. Est-ce que tu trouves que ça commence à porter ses fruits et que c'est plutôt un travail sur le long terme que vise Alpine? C'est toujours du travail sur le long terme de toute façon. Après, surtout une révolution de palais comme il s'est passé. Donc il a fallu déjà reconnecter Enstone et Viry. De ce qu'on entend en tout cas, ils ont réussi de nouveau à avoir des vraies discussions et de faire progresser. Après, il faut prendre des risques. Il faut le faire effectivement quand on est serein, quand on est capable de le faire. Il y a toute une base à refaire. Donc effectivement, ça va prendre du temps. En tout cas, on voit qu'Alpine est quand même plus serein, effectivement, comme le dit Guillaume. Il y a encore du travail parce que c'est vrai que devant, ça gratte et ça gratte et ça avance. Mais je pense qu'il faut se donner le temps et Alpine devrait de nouveau rester la barre dans le futur. Ouais, quand on voit l'évolution qu'a eu extraordinaire qu'a enregistré l'année dernière McLaren, qui a à peine pu faire les essais l'année dernière avec des problèmes de frein, c'est une catastrophe. Le premier Grand Prix ont été un cauchemar. Et puis sur la fin de saison, qui a multiplié les podiums, voire les victoires dans les épreuves du samedi. Hein. J'oublie toujours le nom des Grands Prix du samedi. Sprint. Les courses sprint, merci Guillaume. On peut se dire qu'il y a des capacités de progression. D'ailleurs, c'est un peu l'épouvantail en ces débuts de saison McLaren. On sent que derrière Red Bull, ça va être passionnant à suivre. Derrière Red Bull, a priori, s'il n'y a pas de problème de mécanique, entre McLaren, entre Mercedes, peut-être Alpine. Et puis, ça a l'air d'être très stable également du côté de chez Aston Martin, où on met aussi beaucoup d'argent sur la table, Eric. Oui, mais après, tout le monde le dit, hein, derrière Red Bull, c'est extrêmement serré. Donc ça va être, je pense, d'une course à l'autre, une hiérarchie différente. Maintenant, on va voir un peu ce que tout le monde a fait. C'est vrai que 3 jours d'essai, c'est compliqué de lire entre les lignes et les temps autour, parce que tout le monde doit faire beaucoup d'essais sur 3 jours seulement. On aura la réponse samedi prochain, en tout cas vendredi prochain, à Bahreïn. Alors, une chose est sûre, vous l'avez compris, Red Bull demeure encore l'écurie largement favorite, à moins que cette domination ne s'étiole avec l'affaire qui empoisonne le management de l'écurie. Le team principal étant accusé de comportement pour le moins déplacé envers une employée de l'écurie. On essaie d'en savoir un petit peu plus. Alors, tremblement de terre, Hamilton, Keynes. Christian Horner est-il selon vous sur la sellette? On sait que voilà, on ne rigole plus avec, et c'est tant mieux et c'est très bien, avec des comportements déplacés aujourd'hui envers des salariés, quel que soit leur sexe, bien sûr. On a remarqué sur la photo qu'on a vue tout à l'heure qu'ils ne portaient pas d'uniforme Red Bull. Voilà, il se passe quelque chose, ça prend du temps, c'est assez bizarre quand même. C'est si long pour constater qu'il y a eu harcèlement ou pas harcèlement, quoi. Alors, il suffit de lire un flux WhatsApp et on évite malheureusement se fait une idée très rapidement. Alors moi juste tu m'as alerté l'autre jour sur la tenue, je suis allé vérifier et en fait sur les essais l'an dernier, les années précédentes, il lui était arrivé de ne pas porter la tenue Red Bull. Donc c'est pas c'est difficile de prendre ce cas-là. Bien sûr, s'il venait à être viré, on dirait, mais voyez, portez pas la tenue. Ouais. Mais il y en a 3, hein, tu as vu sur la photo tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut mettre la photo de en fait, c'est marrant tout à l'heure. Il y a ni lui, ni Newey, ni Helmut Marko, qui le portait hier. Hein. Helmut Marko portait hier une tenue de truc. Alors, donc, on a fini la saison, on sentait qu'Helmut Marko était sur la sellette parce qu'il y a quand même une communication. Il avait dérapé. Une communication assez compliquée, moi qu'on puisse dire. Et puis là, ça tombe assez bien pour lui quand même, messieurs. Vous trouvez pas? Enfin, je sais pas, l'impression que les baïonnettes sont sorties de ce côté-là. Et c'est éminemment politique ce qui se joue du côté de Milton Keynes. Hein. Oui, alors, je trouve qu'on met beaucoup de temps finalement à prendre des décisions assez simples. Ben oui.
Et donc, ça génère effectivement beaucoup de rumeurs, beaucoup d'instabilité, plutôt à mon avis, dans leur team qu'ailleurs. Et avec un secret espoir, en tout cas me concernant, c'est qu'il se fasse virer. Mais bon, voilà, vous l'avez compris. Mais au-delà de ça... Tu sais qu'il était le paradoxe, c'est qu'il y a encore un an, quasiment, on parlait de lui pour remplacer Binotto. Heureusement qu'il n'a pas été sélectionné. Non, il a été sélectionné, mais il a refusé, il a décliné. Il a décliné. La meilleure décision qu'il ait jamais pu prendre, c'est de ne pas venir chez Ferrari, parce qu'on aurait été embêté, pour être poli. Donc voilà, donc nous on est serein avec Camillo pour cette année, et on ne veut pas se mêler de tout ça. Alors moi je ne veux pas commenter cette affaire en cours parce qu'on n'a pas toutes les informations et il faut prendre toutes les précautions d'usage sur ça. Après, comme tu l'as dit Olivier, ce sujet est beaucoup plus pris au sérieux qu'à une époque et c'est tant mieux. Ce qu'on peut dire, c'est que ça sent pas très bon. Je crois que le management de Ford a aussi pris position en disant que c'était contraire aux valeurs qui voulaient véhiculer. Je pense que c'est un coup de couteau. Hein. Ouais, je pense que ces jours un de plus. Et ça me fait penser à Chirac, tu sais, dans les Guignols, avec ça picote un peu. Et il avait une hache, machin. Et la Gazzetta dello Sport a annoncé hier que les jours étaient comptés. On attend, mais ça pourrait évoluer assez vite. Le problème, si ça prend autant de temps, et tu nous avais déjà parlé de ce sujet-là avec nous dans l'émission, Eric. Notre cher team principal, c'est qu'il semblerait que le contrat de Horner soit lié à celui d'un célèbre designer anglais du côté des Red Bull, sans me tromper. Ouais, je pense que ça s'est un peu confirmé, en tout cas, dans certaines fuites de la presse. Mais je pense qu'il faut effectivement, c'est très bien que ce genre de sujet soit mis à jour. Maintenant, il faut faire attention parce que soit il s'avère que c'est vrai, et dans ce cas-là, effectivement, une décision doit être prise plus rapidement que lentement. Mais ça peut aussi, on ne connaît pas les vrais tenants et aboutissants de cette affaire. Elle a fait beaucoup de bruit sur les réseaux et autres, je dirais, faux médias, si je peux me permettre. Et chacun est installé de son opinion. Après, Horner, il est là depuis 20 ans. Il est aussi team principal. Il est PDG de Red Bull Racing. Il est PDG de Red Bull Engine. Donc, le remplacer aussi au pied levé n'est pas aussi simple. Il n'y a rien de Newey non plus. Hein. Et ça peut être aussi une guerre de pouvoir depuis la disparition de Dieter Mateschitz, où effectivement, il peut y avoir des règlements de compte qui ont pu dégénérer à travers des fuites dans la presse. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention on n'est pas au cœur de l'affaire, il faut s'abstenir, je pense. Bon, en tout cas, je m'abstiens évidemment de commenter quoi que ce soit, parce que on ne sait pas les tenants et les aboutissants derrière et combien cela a été déformé par les réseaux sociaux. Voilà. Sachant qu'une chose est sûre, ce qui a fait le succès de Red Bull au cours de ces années, c'est la grande stabilité de son management et de ce trio, entre guillemets, même plus que trio, magique entre les pilotes d'un côté et puis le management Horner, Newey et Marco. Voilà, et si demain ce management est perturbé, on pense que ça aura un effet relativement néfaste, parce que c'est tout ce qui manque à Ferrari au jeu, et ce qui a manqué pendant les années à Ferrari, Monsieur Di Luca. Non, vous ne trouvez pas? Moi, je serais très prudent aussi. Il faut prendre ça évidemment au sérieux. On a clairement dit que ces comportements-là ne sont plus acceptables, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, je pense que ça commence à ressembler à un massacre à hockey choral façon Platini-Blatter, quand des gens qui sont très proches et qui se connaissent depuis très très longtemps, qui connaissent la pseudo-casserole que l'un peut avoir et qui se tiennent par la barbichette, le jour où il y en a un qui se sent lâché, il peut être extrêmement dangereux. Ouais, et c'est peut-être ça qui arrive. On a parlé de notre ami Helmut fin de la saison dernière. Aujourd'hui, c'est au tour de Christian. Il est possible que même tous les deux sautent là-dessus. Ça s'est passé à la FIFA. Pourquoi ça ne se passerait pas chez Red Bull? Ça va saigner. Comme dit Eric, oui, ça va saigner, mais bon, voilà, comme dit Eric, il faut être prudent. Et puis, en tout cas, ne pas commenter ce qu'on ne connaît pas, je pense. Alors, sauf de dire que si c'est arrivé, c'est vous voulez un scoop? Guillaume, tu as un scoop? Ça n'empêchera pas Red Bull d'être champion du monde, quoi qu'il arrive. On verra. Oui, ça je crois, mais par contre, je répète, moi j'ai rien contre notre ami Horner, mais si ça pouvait arriver, je vois bien John Elkann téléphoner rapidement en lui disant « Adrian, tu es merveilleux, t'as vu combien on a pu payer Lewis, pourquoi pas venir chez nous, allez, il fait chaud ».
Et puis qu'ils viennent avec notre ami Vacher dans les valises pour assurer la pérennité pendant encore 10 ans. On voit les arguments des ferraristes. Hein. Il fait chaud, on a la marque, on a le cheval. Il y a tout ce qu'il faut en Italie. La nourriture, la bonne bouffe. À Modène, il y a le meilleur vinaigre balsamique. Et des voitures monde. Très belles aussi. Et des belles voitures. Exactement. Attends, mais oui, attends. Et même a priori, Madame Ewing ne serait plus tout à fait contre. Donc, qui sait? Sans parler du gros chèque. Vous avez des informations. Okay. Allez, avant de parler, un petit message pour on va parler publicité, c'est pour la régie. Un petit message à propos de notre sponsor NordVPN, c'est important. NordVPN qui sponsorise cette émission et qui vous permet depuis son application de crypter vos données, de pouvoir vous localiser par exemple, vous voyez, dans un autre pays que la France et par exemple la Belgique. Et pourquoi la Belgique, mon cher Laurent? Parce qu'en Belgique, la Formule 1 est diffusée sur la RTBF. Voilà, là on se connecte en Belgique, regarde, clac, voilà, ça y est. Donc sur la tu lances Safari ou Explorer, et tu peux regarder la Formule 1 en français, directement sur le site de la RTBF. Parce que si tu n'es pas basé en Belgique, il te dit que tu ne peux pas voir le contenu. Donc voilà. Et puis ça peut servir aussi pour payer moins cher les abonnements des sociétés comme celle sur lesquelles on diffuse ce contenu. J'ai payé aujourd'hui, moi je crois, 2,48 ou 2,50, 2,48 ce mois-ci. Au lieu de 14 ou 19, c'est ça? 18, ouais. Et effectivement, si vous voulez vous abonner, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et vous arrivez directement sur l'offre de NordVPN et vous aurez pour l'équivalent, voilà, vous voyez le lien, vous aurez l'équivalent pour 2 ans d'abonnement, 4 mois d'abonnement gratuit, équivalent de 4 mois d'abonnement gratuit. J'y suis arrivé. Merci à NordVPN. Vous avez même un magnifique QR code, regardez, pour pouvoir vous y connecter. Merci à la régie. On arrive à on le sait, c'est votre rubrique préférée. Non, c'est la rubrique préférée de Guillaume. De toute façon, c'est ou Guillaume ou Eric qui gagne à la fin. Donc, voilà. Donc nous, on compte comme les Allemands au football, ou presque. C'est le quiz F1, bien sûr. Alors, pour ceux qui découvriraient cette émission, le quiz F1, c'est un petit peu le moment la petite Madeleine de cette émission. 4 questions qu'on pose à nos chroniqueurs. Vous pouvez participer en live, puisqu'on est live ce soir et on vous salue sur YouTube. Une réponse dès la première question, vous rapportez 4 points, 3 points, 2 points, 1 point. Et il faudra noter les gagnants, évidemment, les points. Je n'ai pas pris le stylo, mais on va improviser. Êtes-vous prêts, messieurs? Prêts pour lancer le feu rouge, feu vert? Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Allez, c'est parti, on est prêts. Alors, messieurs, il s'agit d'un pilote. J'ai remporté le championnat GP2 en 2016. Pierre Gasly. Non, arrête avec ChatGPT. Non, je m'appelle ChatGPT. Pierre Gasly, 4 points pour Monsieur le maire, 4 points pour Pépone. C'est énorme, 4 points. Il commence la saison. 4. Voilà, c'est le bon. ChatGPT 4 ou ChatGPT 6? Non, il n'y a pas de ChatGPT, c'est un autre basique. Je vais interdire les ordinateurs. Pierre Gasly, donc, effectivement, remporté le championnat GP2 en 2016. J'ai fait mes débuts en Formule 1 en 2017 avec l'équipe Toro Rosso. L'autre info, c'était Accélère, qui a conclu ce magnifique Grand Prix du commentateur de Canal. Magnifique ce commentateur. Et enfin, en 2023, j'ai rejoint l'écurie Alpine. Il s'agissait bien sûr de Pierre Gasly. C'est une question pour Guillaume, ça. C'est peut-être une question pour Guillaume. Il serait content de l'avoir pris cette réponse à Guillaume. Allez, on enchaîne avec la deuxième question et 4 points pour Fabrice. Il s'agit d'un circuit, messieurs. Je suis un circuit installé en Belgique. C'est pas Spa, parce que non, c'est trop facile. Ouais. Ouais. Pour 4 points, c'est trop facile. Donc, vous ne prenez pas de risque. D'accord, donc bon. Gilles Villeneuve y a perdu la vie. Spa. Non. Zolder, notre team principal. J'avais le micro coupé. Non, mais non. On s'est dit, c'est pas c'est Zolder, mais bon, voilà. Ah oui, il faut ouvrir le micro. Je remets mon micro. Je tiens la comptabilité. Relisez mes lèvres après la première question. Donc, allez, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous mets ex aequo. Je vous mets ex aequo. Donc, 4 points pour Fabrice, 3 points pour Camille et 3 points pour notre team principal. J'ai accueilli une course de Champ-Car, l'ancêtre de l'IndyCar, et c'était l'info suivante. Et enfin, la dernière info, c'était j'ai accueilli la Formule 1 pour la dernière fois en 1984. Il s'agissait bien sûr du circuit belge de Zolder.
Un pilote. Il n'est pas tout jeune, hein, celui-là, mais il est mythique. Ah bah oui, hein. C'est pour Don Camille. J'ai couru pour les écuries, attention. Lotus, March, Williams et Ferrari. Ah. J'ai couru pour les écuries Lotus, March, Williams et Ferrari. Un pilote. Aujourd'hui à la retraite. March, forcément. Bon. J'ai remporté le championnat du monde de Formule 1. Mansell. Non. J'allais dire ça, mais. En 1978. J'ai remporté le championnat de Formule du monde de Formule 1. aussi. Qui est éliminé en 1978. Ouais, mais mais non, il n'a pas été. Non. Ah. Champion du monde. Il a été champion du monde? J'ai pas compris. Oui, j'ai remporté le championnat du monde de Formule 1 en 78. Ils ne sont pas très nombreux. Et en plus, il a couru chez Ferrari. Ils ne sont pas encore moins nombreux. Hein. Je suis le dernier pilote américain. Andretti. Je suis le dernier pilote américain à avoir bravo. remporté un championnat du monde de Formule 1. Mario Andretti, bien Alors, sûr. combien de points ça fait? Ça fait 2 points pour notre 44. Et mon fils Michael a créé son écurie de course et vise désormais oui, la F1. bien sûr. C'est mal barré d'après les dernières. C'est honteux d'ailleurs, c'est honteux. C'est honteux. Ce qui se passe. Non, parce que L'argent. Alors pour l'instant, ça fait donc 4 pour toi, Oui. 3 pour Eric et donc Camille, et 2, c'est ça Oui. pour... c'est serré. Guillaume, Bah, pour Ah. une fois. hein. Ah, Bon. on se venge cette année. Hein. une écurie, attention, il y a un piège. J'ai remporté à 2 reprises le Grand Prix d'Italie en 2020. Pourquoi 2 reprises? parce que sprint. Non, peut-être Ah pas. non, il y en a eu 2. Oui, en 2020, c'était le Covid, il y a eu deux Grands Prix d'Italie. En tout cas, j'ai remporté le Grand Prix d'Italie en 2020, ça suffit largement. Putain! En 2020, Attends. j'ai été racheté Non, une une écurie. écurie. Ah, AlphaTauri. AlphaTauri, oui. Oui, Qu'est-ce AlphaTauri. 4 points, il revient. J'ai été racheté par Dietrich Mateschitz en 2005. Je viens de changer de nom et je m'appelle maintenant Visa Cash Ah oui, App. oui. En fait, parce RB. que la question était 2 fois en 2020, c'est 2 fois 2008 et Ah 2020. oui, la plutôt. question. Oui, à 2 reprises, oui, autant pour moi. Voilà, Ouais. c'est 2000, Et je suis basé en Italie. Il s'agit bien sûr Avec, de la nouvelle écurie Visa, qui s'appelle comment ça? Visa Cash App. Vous avez vu la déco? Elle n'est pas très très belle. Hein. Un pilote. Donc ça fait 4, 4, 3, 3, 2. 2. Un pilote. Je l'ai fait dire son nom, mais je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Non, merde. Alors, j'ai conduit pour Renault, McLaren, Ferrari Ça- et Alain Williams. Prost. Nick De Vries. Non, Alain Prost. Ah putain. Non, c'était essayé, mais c'est pas ça. Hmm. C'était un pied. Alors, Alors, il reprend la tête. donc t'as combien là? Donc 6. Ah. 6. Six. Ouais, t'as pris 2 points seulement là? Ouais. Ah non, J'avais quatre- pas quatre et deux. pris 3 tout à l'heure. 4 et 2, non, je l'ai là. Avec Andretti, j'ai pas pris 3. Six. Non, 4 et donc, deux. j'ai conduit C'est pour bon. Renault, McLaren, Ferrari, Williams. à côté de moi. Pourquoi j'ai pris Non, que 2 pour J'ai Andretti remporté 4 championnats du monde de Formule 1. Après ma carrière en F1, j'ai créé ma propre écurie de F1 Ouais, et on me surnomme le professeur. professeur. Ah ouais, McLaren, Ferrari Bravo Laurent. et Renault. Bravo. Donc ça fait quoi le classement? Alors, je te le redonne tout de suite. Avec ton ChatGPT là? Non. C'était encore Guillaume un truc 4, pour Laurent Guillaume. 6, Guillaume, donc qu'est-ce qui Camilo t'arrive là 3, Eric 3 et moi 4. Donc c'est Laurent qui est en tête. C'est Laurent qui est en C'est tête. énorme. Il reste combien de questions, Olivier? Un pilote. J'ai débuté pilote de réserve chez Mercedes en 2021. Mick Schumacher. Ah, j'aurais dit ça. Bien essayé, mais non. J'ai débuté en F1 chez Williams. George Russell. Non. Nick De Vries. Nick De Vries. Ah, Finalement, il a c'est bon, là, fait 2 points. Finalement. En Et il l'avait 2022, lu, je il suis l'avait sacré lu sur une champion de du tes monde de fiches, là, c'est Formule pas 1. possible, ça. Pardon? Il l'avait lu sur une de tes Ouais, fiches. j'ai un peu mangé. Parce qu'il tout avait à l'heure. déjà dit Nick De Vries tout à l'heure. Ouais. En 2023, je signe chez AlphaTauri, mais malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Qui a gagné ce quiz F1? Eh ben, il y a Ah, le total. Eh ben, on est à égalité avec Laurent. Après, c'est Guillaume. Non, mais c'est sûr que j'ai gagné parce que moi j'ai eu 3, j'ai pas 2. Non, t'as eu 4 et 2. Non, j'ai eu 3 et 4. Non, t'as eu 4 et 2. On Non, 4 et 2, non, mais 4 et 2. c'est Vous avez Le jury enregistré, est tout une ça. dernière question Ça pour les enregistré. départager. Non, non, Ah, c'est je bon, vais c'est donc bon. improviser une dernière question. Voilà. Voilà, il y a droit qu'une seule réponse. Hein. Allez. Nous, on répond pas. hein. J'ai commencé ma carrière chez Tyrrell.
Jean Lézy. François Sauvert. Non, mais vous ne participez pas, c'est les deux là qui participent. Bah si, Moi, je si, dis parce que j'ai 4 Jean points. Lézy. J'en ai fait 7. Non, mais non. Eric. Non, Non, voilà. On est dans la même On team, va nous, jamais, attends, arrête. jamais y arriver. Hein. c'est qui? Mais ça y est, ça fait 7 points. Bah oui, donc ça y est. Ah oui, mais du coup, je pensais pas jouer non plus. Effectivement, Jean Lézy a commencé chez Williams, chez Tyrrell. Ensuite, il a failli signer chez Williams, il a fini chez Ferrari. Et il a été un pilote, notamment chez Prost Grand Prix. Voilà. C'était un peu biaisé ce jeu. Ben oui, écoutez, c'est pas écoutez, grave, on va pas gagner à tout le monde. C'est encore notre team principal Il y a qui un peu revient du d'avance. diable au Vauvert. On aura vos revanche la semaine prochaine. Allez, on enchaîne pour conclure cette émission avec les pronos du Grand Prix de Bahreïn. Les amis, quels sont vos pronos du Grand Prix de Bahreïn? On commence tout de suite avec le duplex avec notre professeur à nous, notre team principal. Il s'agit bien sûr d'Eric Bouillet. Eric. Je vais pas être très original, je vais faire Max Sainz parce qu'il va vouloir avoir une revanche sur Charles, donc Charles 3e. Max Verstappen, Sainz et Russell. Non. C'est ça? Non, Non, non. Leclerc. Et Leclerc. Donc Amir. Je dirais Max et l'inverse, juste ça, quoi. Les deux Ferrari, mais dans l'autre ordre. Voilà. Max, Leclerc. Dis-le et parce Sainz. que on va rediffuser la Et séquence. Sainz. Max, Leclerc, Sainz. Max, Leclerc, Sainz. Guillaume. 1 Verstappen, 2 Pérez, 3 Leclerc. Ouais. Monsieur le maire. Allez, Charles, Max, Sainz. Charles, Max. Max, Sainz. Charles en premier. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Laurent. 44. Hamilton. Non. Hamilton. 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 Tu fais bien fait avoir. Norris. Sur le quiz F1. Hamilton, Norris. Charles. Vas-y, répète. Hamilton, Norris, Charles. Leclerc. En fait, c'est parce que Laurent a regardé la météo et il croit qu'il va pleuvoir à Bahreïn. Non, c'est bien joué. C'est très bien joué. Allez-y. Il faut prendre un peu des risques, hein, les gars. On va faire comme Red Bull. Alors moi, je ne vais pas prendre des risques. Je vais dire, parce que bon, à part un souci mécanique, bien sûr, notre ami Max Verstappen en pôle. Deuxième, Charles Leclerc. Et troisième, Fernando Alonso. Je sais, je suis plus fort que moi. Voilà. Et oui, je suis désolé. Bon, c'était bien, les gars. Allez, c'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi, les amis. On se retrouve dans une dizaine de jours, le lundi 4 mars, pour un débrief complet du Grand Prix de Bahreïn. Je relèverai les copies. On refait la F1, vous le savez, c'est tous les lundis soirs après chaque Grand Prix pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube On refait la F1, puisque l'émission ne sera plus à terme sur la chaîne d'On refait le Mac. En cliquant sur le petit bouton et sur le lien, n'oubliez pas le lien dans la description de la vidéo pour vous abonner. Et merci pour le petit pouce. Allez, dans 10 jours, merci encore pour votre fidélité. Rendez-vous le lundi 4 mars, le lendemain du Grand Prix de Bahreïn. Salut!